Alors, nous parlons très régulièrement et nous entendons très régulièrement parler de la tradition africaine, ce qui ne signifie pas grand-chose. Nous savons que, et nous en avons déjà discuté, que l'Afrique est tellement différente d'un bout à l'autre qu'elle a elle-même sécrété des sociétés complètement différentes, avec des traditions complètement différentes, et que parler d'une tradition africaine est un non-sens. Il n'y en a pas. Il y a plusieurs traditions africaines, il y a quasiment autant de traditions africaines qu'il y a d'Africains, et il est bien certain que l'on ne peut pas parler de principes généraux qui puissent être applicables à l'ensemble de l'Afrique ni l'ensemble des Africains. Or, de plus en plus souvent, on a inventé, notamment pour des raisons idéologiques, on a inventé cette notion de tradition africaine pour essayer de justifier des choses qui étaient parfaitement injustifiables, notamment sur un plan politique. Beaucoup de régimes politiques absolutistes ont cherché à justifier leur légitimité dans la négation de la démocratie en prétendant qu'il ne s'agissait là que d'un recours à une tradition qui a toujours existé. Au-delà de cela, au niveau individuel même, il y a des tas de situations dans lesquelles on refuse de concéder à l'individu des droits en prétendant que la société africaine est collectiviste et que l'individu n'y a aucune espèce de personnalité. Or, il n'y a à peu près aucune société dans laquelle cela soit exact. Si l'on prend la typologie des différentes sociétés africaines, telles qu'elles ont pu être organisées, qu'il se soit agi des tout petits groupes qui ont pu exister dans les régions de forêt, qu'il se soit agi des grands empires qui ont pu exister dans les zones de savane, il y a toujours eu pouvoir et contre-pouvoir qui ont toujours permis un équilibrage entre les droits des uns, les devoirs des autres, et permettre de respecter l'ensemble des choses. Même dans les sociétés les moins structurées, les sociétés de forêt essentiellement, qui sont purement lignagères, où les choses ne se passent qu'autour d'une famille, d'un chef de famille, et bien même dans ces sociétés-là, par le biais de la tradition animiste et du recours à certains masques, à certains esprits, etc., on a toujours su comment à la fois remettre en cause ceux qui perturbent l'ordre établi et en même temps protéger ceux dont les droits avaient été défiés. Le système est encore plus évident et mieux connu dans les sociétés plus structurées, dans les royaumes plus structurés. Il y en a un premier exemple qui est que généralement, sur le continent africain, un roi n'est pas roi simplement parce qu'il est le fils aîné du roi. Un roi n'est roi que s'il a été choisi par un conseil qui prend des formes différentes selon les situations, dans une certaine lignée, et choisi comme étant celui qui présente les meilleures aptitudes pour pouvoir régner. Et cela va très loin parce que de la même manière qu'il a été choisi compte tenu de ses aptitudes supposées, il peut, dans les mêmes conditions, être destitué. Et ça, c'est une donnée qui est extrêmement importante, parce que par rapport à tous nos chefs d'État qui aujourd'hui prétendent, par leur tradition,
avoir le droit de faire ce qu'ils veulent et de rester là à vie dans leurs fonctions, on se rend compte que ça n'a existé nulle part. Ils peuvent être destitués. Pire encore, il y a même des situations, certaines sociétés, où lorsqu'on considère qu'un chef, un roi, a été indigne des pouvoirs qui étaient les siens, on pouvait le tuer en y mettant les formes, mais on pouvait le tuer. Il y a des exemples extraordinaires. Si vous êtes amené à visiter, par exemple, le palais des rois de Porto Novo au Bénin, vous verrez qu'il y a, à un moment donné, une petite pièce dans laquelle on vous dit que lorsque le roi s'était révélé incapable d'assumer ses responsabilités, ou qu'il avait perdu une bataille, ou qu'il avait violé une obligation, son conseil, les sages, pouvaient lui demander d'aller s'enfermer dans cette pièce qui était murée, et il avait le choix entre se suicider ou mourir de faim, mais de toutes les façons, il n'en sortait pas vivant. Ce sont là des situations qu'on a du mal à imaginer, mais on se rend très bien compte, si on prend la généalogie de la plupart des familles régnantes sur tel ou tel royaume en Afrique, que jamais nous n'avons directement une dévolution du pouvoir par primogéniture du père au fils aîné, et ainsi de suite. Alors, cela peut aussi amener des difficultés, parce qu'évidemment, il y a des contestations, chacun ayant la prétention d'être le meilleur pour pouvoir occuper les fonctions. Donc ça a aussi peut-être été un facteur de déstabilisation, mais il n'empêche qu'il est important de savoir que l'institution a toujours existé comme ça. Et dans tous les systèmes, même les plus réduits jusqu'aux plus importants, il y a toujours eu un conseil de notables qui ont entouré le roi et qui pouvaient aller à l'encontre de ses décisions, qui pouvaient tempérer sa vision des choses et qui pouvaient modifier les choses et l'amener à avoir des choix différents. Vous avez aussi la proche famille du roi, dont en particulier la mère du roi. Dans beaucoup de ces royaumes, la mère du chef, la mère du roi, ou ça peut être la sœur aussi, on le voit dans la tradition dans le Wallo au Sénégal, ont un pouvoir considérable pour dire au roi ce qu'il y a lieu de faire ou de ne pas faire. Et éventuellement même, on a vu des situations où la mère du roi fait emprisonner son fils parce qu'il a violé les règles. Ce rôle prédominant de la femme dans un certain nombre de sociétés est extrêmement intéressant, et il y a plusieurs sociétés africaines où il y a eu des femmes qui étaient rois. On le voit, pour prendre l'exemple du Sénégal, on le voit en Casamance, où il y a eu des femmes rois jusqu'à une époque très récente, mais on le voit même dans l'histoire du Wallo, par exemple, où au XVIe, au XVIIe siècle, il y avait des femmes qui étaient braques du Wallo. Donc c'est dire que, là aussi, les idées générales que l'on traîne indéfiniment sur ces questions-là n'ont pas grand-chose à voir avec la réalité historique telle qu'elle est connue. D'autre part, il y a toujours eu des systèmes plus ou moins forts de castes, de lignages, de pouvoirs et de contre-pouvoirs qui ont toujours existé et qui permettent à chacune des catégories sociales et chacune des corporations d'avoir des droits, d'avoir des devoirs, mais d'avoir des droits, et que personne ne peut enfreindre. Mieux encore, lorsqu'il y a eu, par exemple, des conquêtes territoriales, il y a eu systématiquement des droits qui étaient reconnus à ceux qui étaient ce que l'on appelait les maîtres de la terre, ceux qui étaient là avant. Et par exemple, très souvent, la répartition des terres, le partage des terres, l'attribution des terres, était laissée à ces maîtres de la terre.
Parce qu'à défaut, on prétendait assez régulièrement que la terre devenait stérile si jamais elle avait été prise. Donc, ce qui voulait dire que le roi ne pouvait pas distribuer la terre comme il voulait, il fallait qu'on passe par ces maîtres de la terre. On le voit également, par exemple, dans les mines d'or, l'attribution de terre pour pouvoir faire de la recherche d'or ne peut être faite que par cet intermédiaire, sinon la terre est stérile. Alors, vous voyez, même au niveau de l'individu, il y a aussi des tas de situations dans lesquelles, précisément de par ses droits, ses répartitions des choses, etc., l'individu a le droit d'exister et d'avoir la reconnaissance et la garantie des droits qui sont les siens. Et cela fait partie des choses qui sont très importantes et qui ont toujours eu lieu sous des formes différentes à l'époque traditionnelle en Afrique et qu'il y a lieu de maintenir encore aujourd'hui.